Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson dans le cadre des Mardis Mallette. Maître Sanson, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va démystifier certains mythes. Oui, on va essayer. Oui, puis je trouve que c'est une bonne idée. Bien, c'est qu'il y a souvent des façons de penser, des mythes, justement, que les gens ont par rapport à la profession notariale, par rapport à certains documents juridiques, puis que c'est faux, qu'on doit défaire ces informations-là. Donc, on va essayer d'informer les gens un petit peu aujourd'hui. OK. Alors, on y va? Oui. D'abord, un testament qui n'est pas notarié est gratuit. Là, j'ai vu la réponse. J'aurais pas dû répondre. J'aurais pas dû regarder la réponse. Je pense que depuis le temps qu'on en jase, je pense que vous auriez quand même été capable de trouver la réponse. Il y a beaucoup d'informations puis souvent, il y a des publicités qui se font à la télévision, sur Internet. Faites votre testament devant témoin, c'est gratuit. On a un formulaire qui est gratuit. C'est très attirant pour les gens, puis ça se comprend aussi parce que les gens se disent, bien, je peux faire mon testament, puis ça ne me coûte rien, j'ai pas besoin d'aller voir le notaire. Effectivement, au moment où on le fait, c'est gratuit, ça ne nous coûte rien. Mais il faut avoir en tête qu'on reporte les frais à notre succession. Un testament qui est fait devant témoin ou holographe, on en a déjà parlé, il doit être vérifié devant le tribunal au moment du décès. Donc, pour venir confirmer qu'il est valide. Ce processus-là est très coûteux. Point, ça. Très coûteux, oui. Dans le fond, c'est que le testament qui est notarié, bien sûr, on le paye au moment où on le fait. Par contre, on a la consultation, on a le conseil juridique du notaire et le testament est authentique, donc on n'a pas besoin de le valider au moment du décès. Ces testaments-là qui sont gratuits, il y a toute une procédure à faire. Et si on n'a aucune contestation, on peut compter facilement 4 fois les frais d'un testament notarié pour faire la procédure en vérification de testament au décès. Donc, c'est à prendre en considération parce que on se trouve à reporter non seulement les frais à plus tard, mais on reporte des frais qui sont environ de 4 fois plus élevés que le testament notarié. Faites-le aujourd'hui, mais payez plus tard. Parce que... Exactement. Faites-le maintenant, mais faites payer les autres plus tard, finalement. Ouais. Donc, c'est à prendre en considération parce que si on est en connaissance de cause, qu'on préfère le faire comme ça, on le fait comme ça, mais il faut être au courant et conscient que c'est pas vrai que c'est gratuit et c'est même beaucoup plus dispendieux qu'un testament notarié. La tranquillité d'esprit aussi. La tranquillité d'esprit. Quand on le fait, on n'a pas accès à du conseil juridique, à des gens qui font ça comme travail, qui peuvent nous donner des idées, nous enligner, nous aider à voir ce qu'on souhaite faire puis ce qui peut se faire aussi par rapport à la loi. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en considération. La lecture du testament par le notaire est obligatoire. Est-ce que la lecture du testament là, est obligatoire? Vous n'avez pas marqué la réponse. Pas de réponse. La lecture du testament par le notaire est obligatoire? Je dirais non. Non, effectivement. On a beaucoup de gens qui nous demandent, bien, est-ce que mes héritiers sont obligés de venir vous consulter? Est-ce qu'ils sont obligés de venir pour que vous lisiez le testament? Donc, ce qu'on dit aux gens, nous, on est là aussi pour aider à accompagner dans le cadre de la succession. Il y a été un temps où, dans les testaments, c'était automatiquement mentionné que la lecture devait se faire par le notaire. C'est vraiment si le testateur le souhaite qu'on va mettre cette clause-là au testament. Donc, si pour des raisons quelconques, des raisons de possibilité de chicane dans la famille, si on veut s'assurer de la compréhension du testament et tout ça, on peut mettre la clause comme quoi on veut que nos héritiers aient la lecture qui soit faite par le testament et pour le liquidateur également. Par contre, au moment du décès, si tout le monde dit, bien nous, on ne veut pas voir le notaire, c'est correct, ils peuvent le faire comme ça. C'est vraiment à titre d'accompagnement qu'on est là, qu'on peut faire des choses, on peut aider les gens à régler la succession, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, le testament est valide quand même, la succession va pouvoir se régler, même s'il n'y a pas une lecture officielle qui se fait avec le notaire et tous les héritiers autour de la table. Les gens pensent souvent que par le testament notarié, ça implique qu'il va y avoir une lecture qui va être obligée d'être faite avec le notaire ensuite. Mais on était habitués aussi par des programmes à la télévision, là, oui. qui avaient toujours lecture du testament par le notaire, oui. entre autres les belles histoires des pays d'en haut. Là, que vous êtes peut-être trop jeune, là, mais... Je les connais quand même. Avec le notaire de la Potiron, on voyait toujours la lecture du testament par le notaire. Est-ce que ça se passait dans ce temps-là? Est-ce que c'était comme ça? Ou... Avant, c'était un peu plus automatique. Peut-être les gens étaient habitués de toujours aller voir le notaire, dans le fond, puis
c'est une pratique un peu que c'est perdu des gens. Les gens ont un petit peu oublié ce que le notaire peut faire pour eux puis avec eux. Avant, c'était plus automatique que les gens, au décès, par exemple, du conjoint, y allaient voir le notaire pour se faire expliquer le testament et savoir justement qu'est-ce qu'il y avait à faire. Parce que souvent, on pense qu'on sait c'est quoi qu'on a à faire dans la succession, mais il y a beaucoup plus de choses qui seraient à faire normalement. Donc, c'était plus une pratique courante dans le temps. On en fait encore très souvent. Mais effectivement, c'est une image que les gens ont. Puis encore dans les séries actuelles, on voit souvent que les gens viennent dire, bon, bien, on est allé chez le notaire, il nous a sorti le testament, il nous a lu le testament. Mais dans la pratique, c'est un petit peu moins comme ça maintenant. Est-ce que c'était pas mieux comme ça? Parce que c'est toujours sujet à interprétation, donc... C'est sûr que souvent, la personne la mieux placée pour expliquer le contenu du testament, c'est bien le notaire. Donc, en faisant la lecture devant le notaire, ça enlève et ça élimine peut-être certains... Des questionnements, des doutes. Souvent, on explique aux gens, c'est l'occasion que tout le monde ait la même information en même temps, que tous les héritiers puissent poser leurs questions, le liquidateur aussi. Donc, souvent, on est capable d'éviter des conflits, c'est certain, parce que quand chacun interprète à sa façon, ou chacun est pas très au courant, puis qu'ils se disent, bien, le liquidateur, je pense qu'il nous cache des informations, c'est sûr que ça permet de bien partir la succession, bien régler les choses. Donc, c'est sûr que moi, si vous me posez la question, je vous dis que c'est très pertinent d'avoir cette rencontre-là avec le notaire pour la lecture. Il faut que les gens le voient plus pour la possibilité d'avoir un accompagnateur avec eux puis de savoir quoi faire pour le règlement de la succession. Troisièmement, on doit réviser notre testament aux 5 ans. Ça, je dirais non. Non. Dans le fond, c'est une suggestion. Des fois, j'ai des gens qui m'ont déjà posé la question de dire, mais si je fais mon testament notarié, il faut que je le refasse dans 5 ans. Un testament, si on a un testament qui a été fait en 1970, puis que la situation de la personne n'a pas changé, qu'il y a toujours, par exemple, la même conjointe, les enfants, que les liquidateurs sont encore là, peuvent agir, que c'est les bonnes personnes qui sont nommées aux bons endroits, ça se peut qu'on puisse utiliser encore le même testament aujourd'hui, qu'on a la finalité que le testateur veut encore. Par contre, puis surtout maintenant, les situations changent très rapidement. Les familles évoluent, il y a des familles recomposées maintenant. Donc, ce qu'on suggère très fortement aux gens, c'est de le regarder au moins aux 5 ans. Donc, de le réviser de leur côté. Ils ne sont pas obligés de venir nous voir, mais ils peuvent venir nous voir au besoin. Mais c'est de le réviser, de s'assurer, parce que 5 ans, c'est pas très long. Souvent, on est capable de dire, bon, mais tout est encore correct, j'ai encore la même situation par rapport à mon décès de ce que je souhaite, et on peut le ranger puis le ressortir dans 5 ans. En même temps, 5 ans maintenant, avec tout ce qui peut changer rapidement, toutes les situations qui peuvent... On peut avoir une situation qu'aujourd'hui, on a une situation, puis que dans 2 ans, on est dans une vie complètement différente. Donc, 5 ans, on peut dire que ça n'a plus de bon sens. Cette personne-là, il ne faut pas qu'elle soit nommée, je lui fais plus confiance. Cette personne-là n'est plus dans ma vie. J'ai plus d'actifs, puis que je dois les gérer différemment. Donc, ça permet, le sortir aux 5 ans, de s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans 30 ans, puis qu'on se dit, bien, j'avais fait mon testament il y a 30 ans, j'avais un conjoint à ce moment-là, il est toujours nommé sur mon testament, ça fait 28 ans qu'on ne s'est pas parlé, j'avais pas d'enfants à ce moment-là, puis ils ne sont pas prévus dans mon testament, donc d'éviter d'avoir des situations très problématiques au décès. J'aurais répondu, moi, au besoin. C'est ça. Au lieu de 5 ans. Au besoin. Oui. Oui. Quatrièmement, lorsque la promesse d'achat est signée, la maison est déjà achetée. Pas nécessairement. Êtes-vous propriétaire de la maison quand vous signez votre promesse d'achat? Dans le fond, souvent, les gens nous appellent et ils disent, bien, je viens d'acheter une maison, il nous reste juste à passer chez le notaire. Ça, c'est la phrase qu'on entend presque dans tous les cas, il me reste juste à passer chez le notaire. Il faut comprendre que quand on signe la promesse d'achat, puis on a déjà parlé de la promesse d'achat, ce que ça sert, les conditions, les ententes qu'on peut y prévoir, on s'est engagé avec quelqu'un d'autre à ce que la transaction se fasse. Donc, on a mis un délai pour la transaction, des conditions, quel immeuble qu'on achète, le prix et tout ça. Mais il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Si une des 2 personnes qui ont signé la promesse, il y a une des 2 qui est décédée, la succession va être tenue de respecter l'entente, mais ça se peut qu'on prolonge les délais parce que là, le temps qu'on puisse avoir la personne qui peut signer pour la succession, si jamais on découvre un vice par rapport à la maison, puis que la personne qui voulait acheter dit, bien, attends un petit peu, moi, je dois évaluer si je veux encore acheter, il y a quand même certaines choses qui font qu'avec la promesse puis la situation de la maison, peut-être que finalement, on ne signera jamais chez le notaire. Donc, entre-temps, il y a
toutes sortes de choses à vérifier, à prévoir, à confirmer. Donc, vraiment, l'achat de la maison se fait quand on signe avec le notaire. Donc, on est avec notre vendeur et notre vendeur nous remet les clés à cette journée-là. Là, on est propriétaire. Sinon, la promesse, c'est vraiment un engagement à ce que la vente se fasse. Mais je pensais plutôt au financement. Si le financement est refusé, ça peut être le financement qui n'est pas respecté ou qu'on ne peut pas respecter. Exactement. Souvent, la promesse est signée, on n'a pas encore le certificat de localisation entre les mains. Donc, si on signe la promesse d'achat et que quand on reçoit le certificat de localisation, on se rend compte qu'il y a des grosses problématiques sur le terrain. Peut-être qu'on va acheter quand même, mais qu'on va s'entendre sur d'autres conditions. Mais peut-être également qu'on va se retirer de la promesse parce que si on avait une clause dans notre promesse qui nous disait que c'était sous réserve du certificat de localisation, bien, peut-être qu'on va décider finalement qu'on n'achète pas cet immeuble-là. Donc, on n'est pas propriétaire au moment où on prend cet engagement-là pour la transaction. Je n'ai pas besoin de faire de testament si j'ai un contrat de mariage. Non, ça prend un testament. Ça prend un testament? Bon, vous avez bien suivi nos... Mais ça fait 5 ou 6 ans que je fais des chroniques juridiques avec vous et Nathalie, Maître Dubé. Alors, oui, ça commence à être bon, à bien rentrer, effectivement. Je pense que je pourrais être notaire dans quelques années. Là. Vous seriez bon pour travailler avec nous, ça, il n'y a pas de doute. Notaire, peut-être qu'il vous en manquerait encore un petit peu, mais un peu, oui. Je ne ferai pas votre travail, moi non plus. Un peu beaucoup. Souvent, les gens, parce qu'ils ont leur contrat de mariage, ne font pas de testament. Effectivement, le contrat de mariage vous permet de vous protéger pour une certaine portion. Par exemple, on a la clause que les gens, ce qui retiennent le plus, la clause au dernier vivant des biens. Donc, on dit, le dernier de nous deux qui va survivre, c'est lui qui va avoir tous les biens, puis que par la suite, il pourra en disposer. Donc, moi, si je décède, c'est mon conjoint automatiquement par le contrat de mariage qui a mes biens. Mais on n'a pas de remplaçants qui sont prévus. Donc, si tous les deux, on décède, on retombe avec une succession qu'on n'a pas de testament. C'est le Code civil qui va décider. L'exemple aussi le plus concret à donner, si jamais vous êtes marié, vous avez votre contrat de mariage, puis vous dites, bien moi, je suis correct, tous mes biens vont à ma conjointe et vice-versa. Au dernier vivant les biens, là, au dernier vivant les biens. Oui, il y a ça qui va s'appliquer. Mais si vous décédez puis que votre conjointe est inapte au moment de votre décès, elle ne sera pas en mesure de régler la succession. Vous n'avez pas de liquidateur qui est nommé dans votre contrat de mariage et votre conjointe, en étant inapte et seule héritière, la loi vient dire que quand on est seul héritier, on ne peut pas nous-mêmes nommer un liquidateur. Il faut être plus qu'un héritier pour pouvoir nommer des liquidateurs. Donc, ce qu'on doit faire, c'est une procédure devant le tribunal pour nommer un liquidateur pour pouvoir régler votre succession puisque votre seule héritière n'est pas apte à le faire. Encore une fois, tantôt, on a parlé du testament devant témoin, que c'est beaucoup plus dispendieux. Là, il faut compter qu'on a le legs qui est fait, on a une héritière, mais on ne peut pas avoir de liquidateur. Donc, on a beaucoup de délais pour la procédure devant le tribunal pour nommer un liquidateur. On a beaucoup de frais aussi pour nommer un liquidateur, tout simplement pour avoir quelqu'un qui va pouvoir régler la succession. Donc, si jamais c'est notre conjointe qui hérite puis qu'elle ne peut pas être liquidatrice, on a encore là environ 4 fois le prix d'un testament notarié en frais de procédure à prévoir. Et si finalement, tous les deux, on est décédés, bien là, nos héritiers vont avoir des frais aussi pour signer des documents pour se faire reconnaître comme héritiers. Donc, c'est sûr que ça vient pas pallier à tout, puis il y a beaucoup de trous qu'on pourrait venir pallier dans un testament, dans le fond. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir et à penser. Alors, c'était de démystifier un peu les idées qu'on a, oui. Qui ne sont pas toujours les meilleures. Des idées préconçues, mais qui ne sont pas... c'est toujours bon de te consulter. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. 288-57-77 pour rejoindre Maître Gabriel Sanson ou Maître Nathalie Dubé, ici, chez Mallette Juridique, au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci, voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.